Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour présenter donc les premiers résultats du projet GNB. Donc gestion, naturalité, biodiversité, donc qui est un petit peu au cœur de ce colloque. Et donc l'objectif, c'est de tirer les premiers enseignements de l'étude de la biodiversité forestière après plus de 20 ans de non-exploitation. Et voici donc les co-auteurs. Alors je dois signaler aussi que donc les organismes qui font partie du projet, c'est RNF, l'Office national des forêts, IRSTEA et l'INRA. Et les financeurs ont d'abord été l'Office national des forêts et après le ministère de l'écologie à travers différentes sources de financement. Alors la première question, on est puis un petit peu en introduction. Alors c'est une question, mais en fait on a déjà des éléments pour dire que c'est pas une question. Les forêts non exploitées, on sait que c'est un des facteurs limitants de la biodiversité forestière en Europe. Et ce qui a permis de le chiffrer un peu plus au-delà des connaissances qu'on avait déjà, c'était donc le travail de méta-analyse mené à IRSTEA de nos gens sur Vernisson, par Johan Payet et Laurent Bergès notamment, avec beaucoup de collègues européens. Et ce qui a été trouvé, c'était un effet global négatif de l'exploitation sur la biodiversité, mais avec une grosse variabilité de cette réponse négative en fonction du groupe taxinomique. En ceci que l'exploitation favorisait la richesse spécifique et la diversité locale, donc pour revenir à ce que disait Jacques Blondel, c'est la diversité alpha, là, favorisait la diversité locale de la flore vasculaire, et par contre, l'exploitation défavorisait les espèces dépendantes du bois mort et des micro-habitats, de manière globale dans les analyses. Toutefois, donc c'est ce résumé des travaux scientifiques qui étaient faits donc à l'échelle européenne, sur les travaux uniquement européens, montrait qu'on avait des connaissances qui manquaient sur certains aspects, ou des limites dans les connaissances existantes. Le premier point, c'est d'une part que certains groupes étaient peu étudiés dans le contexte tempéré, ou qu'on avait simplement assez peu d'études dans le contexte tempéré. Ici, on a mis les études qui avaient été prises en compte dans la méta-analyse en question. Là, il n'y a pas les groupes taxinomiques, hein, mais on voit déjà, par exemple, que la France, il n'y avait pas d'études. Et puis, au niveau tempéré, on avait globalement moins d'études que le contexte scandinave. Et c'est à mettre en relation avec les réseaux d'espaces non exploités du côté RNF et du côté de l'ONF qui existent et dont on n'avait pas donc de connaissances disponibles pour prendre en compte dans le cadre de la méta-analyse. Deuxième problème des connaissances qui avaient été résumées, c'est qu'il y avait des analyses globales de la richesse spécifique des grands groupes taxinomiques, mais on n'allait pas jusqu'au groupe écologique, c'est-à-dire qu'on n'allait pas étudier de manière plus fine l'hétérogénéité qu'on connaît au préalable sur la réponse, sur l'écologie des espèces au sein de ces grands groupes taxinomiques. On avait aussi des problèmes méthodologiques dans pas mal d'études, c'est-à-dire qu'on avait parfois des problèmes de plan d'échantillonnage, par exemple 10 placettes en non exploitées dans une seule réserve, et puis 10 placettes en exploitées un peu partout dans le paysage, donc des problèmes de pseudo-réplication, et puis des problèmes parfois, des analyses pas toujours extrêmement rigoureuses, avec notamment parfois des problèmes de biais stationnels entre les parties exploitées et non exploitées, qui faisaient qu'on ne savait pas trop ce qu'on voyait comme effet entre l'effet de l'exploitation ou de l'arrêt de l'exploitation et l'effet de la station. Et puis, sur les explications de la différence de la biodiversité, c'était souvent, entre forêts exploitées et non exploitées, c'était souvent des différences qui étaient débattues, commentées, mais il y avait rarement d'analyse quantitative ou de comparaison de modèles statistiques pour savoir si l'explication était correcte. Donc, on a conçu le projet GNB pour essayer de lever ces limites dans les connaissances actuelles, à la fois connaissances françaises et connaissances de manière plus générale relativement plus rigoureuses. Et le premier objectif de GNB, c'est de quantifier, de mieux comprendre la réponse de la biodiversité en forêt à l'arrêt de l'exploitation forestière en France et au niveau mondial. Alors, à travers ça, donc, les éléments de méthode qu'on essaye de suivre au sein de GNB, c'est d'analyser la diversité à différents niveaux, au niveau global du groupe taxinomique, au niveau du groupe d'espèces, voire au niveau de l'espèce. C'est d'essayer d'expliquer par des différents facteurs explicatifs les différences de biodiversité qu'on observe entre forêts exploitées et non exploitées. Et puis, c'est au niveau de l'approche de méthode d'améliorer les choses par rapport à l'existant en essayant d'utiliser
pas mal de massifs différents et de ne pas être uniquement sur un seul massif, de contrôler la station entre parties exploitées et non exploitées, et en termes d'analyse des données, avoir des méthodes qui prennent en compte la pseudo-réplication qui est intrinsèque à ce type d'analyse. Le deuxième objectif de GNB, je ne vais pas trop le développer dans cette présentation, et en même temps, c'était donc de tester des indicateurs indirects de biodiversité sur un gradient plus étendu d'intensité de gestion que ce qu'on fait d'habitude dans les études écologiques en forêt, où on est en général en forêt exploitée. Ici, on a l'avantage d'être sur un gradient beaucoup plus large d'intensité de gestion, en tout cas dans la partie non exploitée. Et l'idée, c'est de voir si les tests qu'on a menés sur des indicateurs dans d'autres études sont valables aussi sur ce gradient en général. Et puis, dans le troisième objectif de GNB, et là non plus, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, il y a des développements méthodologiques qui sont prévus dans le cadre de GNB sur le développement des protocoles, sur l'effet observateur qui existe dans différents relevés, soit de la structure forestière, soit de la biodiversité. Un volet assez ambitieux sur le fait de retracer la dynamique, par analyse de photo aérienne diachronique, de retracer sur certains massifs de GNB la dynamique de l'ouverture dans le passé à l'échelle du paysage, et puis des outils statistiques prenant en compte l'espace notamment, puis aussi d'autres choses, donc des outils statistiques plus rigoureux pour analyser les données. Alors moi, je vais rester vraiment sur l'impact de l'arrêt de l'exploitation sur la biodiversité. Et nous avons fait le choix, donc, dans GNB, de travailler sur 7 groupes taxinomiques. La flore vasculaire, les bryophytes, les champignons linicoles. Il n'est pas question ici de mycorhiziens ou vraiment extrêmement à la marge. Les oiseaux, les chauves-souris et les coléoptères carabiques et saproxyliques. Ce travail a été possible grâce à l'implication forte des réseaux naturalistes de l'Office national des forêts et des responsables de RNF et aussi des compétences taxinomiques de RNF dans les réserves en général. L'étendue actuelle du projet GNB, donc à la fin de 2013, je parlerai un petit peu de la suite parce qu'il y a une poursuite du projet au-delà de 2013. On a installé donc 213 placettes dans 15 massifs à travers la France. Donc vous avez ici la carte des massifs qui ont été installés. Le choix des massifs, ça a été fait comment ? Bon, d'une part, il fallait qu'il y ait une partie non exploitée et il fallait que cette partie non exploitée soit non exploitée depuis au moins 20 ans. Suivant les informations préalables qu'on avait. Et il fallait aussi qu'on puisse avoir un type stationnel dans la partie non exploitée qu'on puisse retrouver assez proche dans la partie exploitée autour. Donc il y a toute une réflexion sur est-ce que la comparaison qu'on fera entre exploité et non exploité va être relativement rigoureuse sur les aspects stationnels. Pour ce qui est de l'installation des placettes, on a fait donc après beaucoup de discussions, on a fait un échantillonnage aléatoire des placettes, mais avec certaines contraintes quand même, donc c'est pas totalement aléatoire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé à peu près autant de placettes en zone exploitée et en zone non exploitée. On a donc essayé de coupler les relevés exploités et non exploités pour que chaque couple soit sur le même grand type stationnel. Alors, c'est pas un contrôle extrêmement fin au niveau stationnel, mais on a essayé en termes de type de sol, d'orientation et compagnie, d'être sur des choses comparables. On a fait le choix aussi de mettre des placettes exploitées qui soient au plus à 5 km de la limite de la zone non exploitée, de façon à avoir un fond d'espèces qui soit pas trop influencé par des aspects paysagers et autres ou des aspects historiques. Bon, alors ça c'est limite ce choix, mais bon, on pourra éventuellement discuter. Et puis on a fait le choix aussi, qui a aussi ses limites, mais de ne pas prendre dans la partie exploitée de peuplement qui soit dominé par une essence entre guillemets exotique, c'est-à-dire qu'on prend des essences du cortège naturel de la forêt qui pourrait se retrouver dans la partie non exploitée. Alors les premiers résultats qu'on a globalement en termes d'abord donc de différences structurales entre les parties exploitées et non exploitées. Donc dans ce que je vais vous présenter, l'exploité est en vert, le non exploité en bleu. On a retrouvé des choses très nettes et attendues sur certaines variables structurales. Et notamment sur tout ce qui concerne le volume de bois mort, que ce soit le volume total, le volume au sol, le volume de boue, le volume des souches. On voit ici des différences qui sont extrêmement significatives, avec la moyenne et l'erreur type, enfin l'intervalle de confiance à chaque fois des deux. On a en gros 3 fois plus de volume de bois mort en partie non exploitée qu'en partie exploitée. On a plus de bois mort au sol et plus de bois mort debout. Par contre, on a plus de volume de souches en exploité qu'en non exploité. Tout ça, c'est très logique, c'est attendu. Pas de grosses surprises là-dessus.
Pas de grosse surprise non plus, alors, sauf peut-être dans les différences de magnitude, mais on a aussi une densité de très gros bois vivants plus importante dans la partie non exploitée qu'en partie exploitée, un peu plus de 2 fois plus. Et on a aussi une densité d'arbres morts porteurs de micro-habitats qui est plus importante dans la partie non exploitée que dans la partie non exploitée. On a eu par contre quelques surprises. Par exemple, le fait que la densité d'arbres vivants porteurs de micro-habitats ne soit pas différente entre la partie exploitée et non exploitée. C'était pas trop ce qu'on attendait. Et ça à 2 échelles, que ce soit à l'échelle du peuplement et à l'échelle de l'arbre. Voilà. Deuxième chose importante, c'est que globalement, ces différences structurales nettes que je vous rapporte, en fait, elles sont pas les mêmes partout. Et notamment, quand on différencie dans les massifs qu'on étudie les massifs de plaine et les massifs de montagne, on a des différences beaucoup plus nettes. Alors, beaucoup plus significatives d'une part et beaucoup plus nettes en termes de multiplicateurs entre parties exploitées et non exploitées. Quand on est en plaine, on multiplie par exemple le volume on est ici sur les volumes de bois mort. Quand on passe donc de l'exploité à non exploité en plaine, on multiplie par plus de 6 en moyenne, alors que quand on est en montagne, on multiplie par 2 ou 3. Et les différences sont moins significatives. Le fait que ce soit moins significatif en montagne, c'est aussi qu'on a moins de massifs en montagne. Donc ça, il ne faut peut-être pas trop le prendre en compte. Par contre, la magnitude de l'effet, globalement, est plus faible en montagne qu'en plaine. En termes de biodiversité, on a des résultats moins nets que ce qu'on a observé en structure, globalement. On s'attendait, d'après ce que je vous ai dit sur l'état des connaissances, on s'attendait à ce qu'il y ait une réponse variée suivant les groupes taxinomiques. Donc, par exemple, ceux-ci sont pas très surprenants. Le fait que la richesse de la flore vasculaire, finalement, soit assez équivalente entre forêt exploitée et non exploitée, alors ici en plaine, en montagne. Même chose pour les coléoptères carabiques. Ça, c'est un peu plus surprenant parce que dans la méta-analyse, il y avait une réponse significative des coléoptères carabiques. Pour ce qui est des oiseaux des chiroptères, je ne vais pas présenter les résultats ici parce que Aurélie Bouvet vous propose un poster dans la séance affiche qu'elle vous fera un plaisir de vous expliquer. Quelque chose de plus surprenant et qu'on n'attendait pas comme résultat à ce stade-là, c'est qu'en termes de richesse de coléoptères saproxyliques, on n'a pas vu de différence entre exploité et non exploité, qu'on soit en plaine ou en montagne. Et par contre, alors tout ça, c'est des résultats très qualitatifs. Il n'y a pas les analyses statistiques fines qui sont en cours pour certaines, sauf pour les coléoptères carabiques. Mais là, je vous présente les choses à grands traits. Par contre, on a retrouvé, et là, suivant le contexte, des choses qu'on attendait, sur les champignons linicoles, où on a une différence forte entre exploité et non exploité, avec plus de champignons linicoles à l'échelle de la placette quand on est en exploité, mais en plaine, et on ne retrouve pas cette différence en montagne. Et pour les bryophytes, ça a l'air d'être l'inverse, c'est-à-dire que c'est en montagne qu'on retrouve la différence, dans le sens attendu, et pas en plaine. Alors, je vous ai dit, c'est des différences de biodiversité variables, mais qui sont aussi variables à l'intérieur, quand on regarde plus précisément les groupes écologiques à l'intérieur ici des coléoptères carabiques, on voit des réponses plus précises, parfois logiques, parfois pas, de ces. Alors ici, c'est toujours de la richesse spécifique de ces coléoptères carabiques à l'arrêt de l'exploitation. On a ici donc globalement pas mal de groupes écologiques qui répondent positivement à l'arrêt de l'exploitation, et notamment les espèces spécialistes forestières et de manière plus surprenante les espèces de milieu ouvert, ainsi que 3 autres groupes d'espèces. Pour ces 2 groupes d'espèces-là, le modèle comprenant l'arrêt de l'exploitation était le meilleur modèle de tous ceux qu'on avait testés. Et par contre, on avait des effets négatifs de l'arrêt de l'exploitation sur les espèces forestières généralistes et sur les espèces omnivores. Mais là, le meilleur modèle n'était pas le modèle d'arrêt de l'exploitation. Et puis, on a un peu dernier résultat qu'on a en stock parmi les résultats préliminaires de GNB. C'est quelque chose d'intéressant qu'on a là bien observé pour l'instant sur les champignons linicoles. Un petit peu moins sur les autres groupes taxinomiques à l'heure qu'il est, mais il faut qu'on approfondisse les analyses. C'est une réponse nette toujours de la richesse spécifique des champignons linicoles à la durée depuis l'arrêt de l'exploitation, avec une augmentation assez nette, ici presque même plus que linéaire, de la richesse spécifique à donc la durée depuis l'arrêt de l'exploitation.
Alors, les analyses de biodiversité continuent. Il y a pas mal d'analyses qui ont été faites, mais que je vous ai pas présentées ici parce qu'elles sont pas encore publiées, elles sont soit en cours de rédaction, soit soumises. On a donc des analyses, notamment sur les coléoptères saproxyliques par groupe taxinomique, où là, les analyses sont faites avec un petit peu l'optique de chaque groupe taxinomique en se positionnant par rapport aux hypothèses, aux approches propres à chaque groupe. Et notamment, les données de GNB ont été mobilisées pour travailler sur le lien entre la richesse des coléoptères saproxyliques et le volume de bois mort, qui est un des indicateurs importants de biodiversité pour la gestion durable des forêts françaises. Et puis, est prévue aussi une analyse plus collective de ces données de biodiversité, notamment dans le cadre du rapport qu'on va faire du projet pour l'année prochaine, avec là une approche plus commune, avec les mêmes outils quantitatifs, pour essayer de positionner les groupes les uns par rapport aux autres et la magnitude des effets les uns par rapport aux autres. Donc, je reprends un petit peu ce que j'avais dit en introduction. Ce qu'on essaye de produire dans ce projet-là, c'est d'avoir une approche assez quantitative de la réponse de la biodiversité, soit aux indicateurs, soit à l'arrêt de l'exploitation. On porte une attention particulière, plus que je vous ai dit là, à la magnitude des effets de cette réponse. Et aussi, comme je vous l'ai dit un petit peu, au fait d'utiliser des modèles statistiques qui prennent bien en compte le caractère pseudo-répliqué de ce que nous avons fait. Comme je vous l'ai dit, on a une approche à différents niveaux d'organisation, sur la richesse totale ou l'abondance totale, et puis sur la richesse-abondance par groupe écologique, et puis aussi, quand on le peut, au niveau des espèces. Et on essaye, alors là ça rejoint quelques points qui ont déjà été présentés ici, puis je vous les présenter. On essaye d'avoir une approche contextualisée, en ceci qu'on essaie de voir si la réponse est constante pour tous les massifs de GNB, différente entre la montagne et la plaine, voire différente entre massifs, pour savoir si on a vraiment affaire à une réponse moyenne de la biodiversité à ces différents choix de gestion, ou si c'est une réponse qui finalement est beaucoup plus variable que moyenne et intéressante dans sa variabilité plutôt que dans son caractère moyen. Voilà. Et donc les grandes questions qu'on va être amené à se poser dans le cadre de ces analyses, c'est est-ce que finalement c'est l'arrêt de l'exploitation en tant que tel, le fait d'être dans une réserve où on a arrêté l'exploitation depuis au moins, disons, 20 ans, parfois un petit peu moins, mais parfois plus, qui joue, ou est-ce que c'est la durée de l'arrêt de l'exploitation qui joue, comme on l'a vu sur la richesse spécifique des champignons unicoles, ou est-ce que c'est d'autres variables structurales, que ce soit des variables de bois mort, des variables de plus d'andrométrique classique de surface terrière, par exemple, comme on l'a vu sur les carabes, là je ne vous ai pas présenté, qui joue le plus et qui explique davantage les variations de biodiversité. Une question qu'on se pose aussi dans le cadre, par exemple, de la richesse spécifique des champignons unicoles, est-ce qu'on détecte un plateau dans la réponse de la biodiversité à la durée de l'arrêt? Est-ce que c'est quelque chose de linéaire, d'augmentant, comme on a l'air de le voir? A priori, d'après les données, c'est plutôt en train d'augmenter, il n'y a pas vraiment de plateau, mais on essaye aussi de caler des modèles qui proposent un plateau pour voir si on atteint un état stable dans l'évolution de la biodiversité. Et puis aussi, on va essayer de se poser des questions en termes plus spatiaux. Quel est l'arrêt de l'exploitation dans l'espace? Est-ce qu'il y a un gradient spatial qui est en train de se mettre en place autour des réserves, ou est-ce qu'on ne détecte rien du tout? Pour en savoir plus, donc quelques publications à la fois anciennes et liées au projet lui-même. Donc d'autres publications soumises ou en cours de rédaction seront presque plus proches de ce que vous ai présenté que ces publications-ci. Et puis, c'était pour moi l'occasion aussi, cette présentation, de dire un grand merci au collectif de recherche qui a permis ce projet. Alors, beaucoup d'entre vous, je pense, sont dans cette liste. S'il y en a qui n'y sont pas, venez me voir pour que je modifie le truc pour le format définitif. Je sais déjà que j'ai fait quelques oublis. Donc c'est à la fois, donc on voit ici que c'est une implication forte de l'ONF, d'IRSTEA, de RNF et d'autres organismes. Donc là c'est la deuxième page. Donc je vous laisse un petit peu admirer la liste des participants. Et donc c'est un travail de longue haleine qui a commencé à peu près 2007-2008 sur la mise en place, et qui est toujours en cours. Voilà, donc ça c'est la fin de la liste pour l'instant, donc n'hésitez pas à venir me dire s'il y a des oublis qui vous choquent.
Et puis donc, pour en savoir plus, il y a un site internet lié à GNB. Alors ça, c'est l'ancienne adresse, mais qui marche toujours. Je crois qu'il y en a une nouvelle. Donc remercier les financeurs de GNB, qui sont l'ONF et le ministère de l'écologie. Bien sûr, les organismes qui aussi font pas mal mettent des moyens humains et financiers dans GNB. Et puis dire que GNB continue donc à travers un travail demandé par le ministère de l'écologie à l'ONF de continuer l'installation de placettes GNB dans des forêts domaniales. Et puis donc un projet entre le ministère de l'écologie et IRSTEA sur des aspects plus sols, un petit peu moins biodiversité. Voilà, je vous remercie de votre attention.